Il est certains lieux qui ne laissent pas indifférent. Des lieux où le mot emblématique prend tout son sens. Entre littoral et Provence se dresse une montagne sacrée. Dans un écrin de nature, à la ruralité préservée, aux portes des grandes villes, où se rejoignent des contextes écologiques et climatiques contrastés et singuliers. Entre le chant des cigales et celui du pic noir, à la croisée des civilisations grecques, romaines et celles qui leur ont succédé. Écoutez. Le cœur de la montagne bat au rythme régulier d'une goutte d'eau. Dans une grotte, une baume en provençal, une grotte sainte, une sainte baume, la sainte baume. Selon la tradition, Sainte Marie-Madeleine est venue passer les 30 dernières années de sa vie dans la grotte de la Sainte Baume. Finalement, depuis qu'elle est décédée, nombre de pèlerins se sont réfugiés et montent à la grotte pour la vénérer et la prier. Il règne en Sainte Baume une ambiance si particulière qu'au-delà des croyances ou des sensibilités, il est bien rare de croiser dans cette montagne un visiteur qui ne vous dise pas qu'ici, il se passe vraiment quelque chose. La Sainte Baume est un lieu d'universalité et qui est marqué par 3 grandes traditions. Ici, on parle de tradition. D'ailleurs, la plus connue, la plus importante, la tradition Marie-Madeleine. La deuxième, qui est très pratiquée, c'est la tradition populaire dont on oublie, c'est-à-dire tous les gens qui viennent à la Sainte Baume sans venir automatiquement à la grotte, qui viennent pour beaucoup à la forêt ou sur les bords. Et la troisième, que l'on connaît beaucoup moins, c'est la tradition du compagnonnage, car les compagnons ont une obligation, dans leurs nombreux devoirs, de venir au moins une fois dans leur vie à la Sainte Baume. Les traditions populaires, en fait, c'est surtout des traditions qui étaient liées au culte de la fertilité et de la fécondité. La base quand même de la Sainte Baume est une base celtique, comme la région. La Sainte Baume fascine les hommes, les attire, les interroge et les réunit. Ce sont des siècles et des siècles d'une relation très forte avec cette montagne et tout le territoire sur lequel elle étend son rayonnement. Des siècles d'histoire, de construction, d'activité, d'échanges, des siècles qui ont forgé une relation homme-nature singulière et riche. Aujourd'hui encore, le massif de la Sainte Baume est vécu comme un lieu de ressourcement, une bouffée de nature et d'histoire dans une Provence en pleine mutation. Aujourd'hui encore, le territoire de la Sainte Baume est au cœur d'une belle ambition, portée par les femmes et les hommes qui l'habitent et l'entourent. L'idée du parc a débuté en 1974-75. Puis après, nous l'avons repris, nous l'avons remis en route. Les gens ont pris conscience que la nature, ça, c'est pas quelque chose d'inépuisable. Donc mon travail, ça a été de montrer que nous avions, donc à 2 pas de Marseille et de Toulon, à 2 pas de grande ville, un massif qui était très sauvage et qui était aussi beau que ce qu'on pouvait trouver dans le monde entier. On peut être chrétien, on peut être non chrétien, non croyant, on peut être touriste, on peut être marcheur, on peut être sportif. Quand je prends la photo, quand la lumière est là et quand j'attends que la lumière lèche le massif et que de cette masse-là, on arrive à sortir une certaine fragilité, une certaine beauté. Quand le massif commence à s'exprimer par rapport à la lumière, quand il commence à vibrer par rapport à la lumière, quand je déclenche, c'est pratiquement un acte d'amour. Je suis professionnel donc, du tourisme, mais moi je suis surtout amoureux de la nature et désireux de faire découvrir des gens des milieux naturels. Écouter, sentir, voir. Écoutez le souffle de la montagne, le bruissement des feuilles de hêtre, la douce mélodie de l'eau. Voir la majesté d'une forêt millénaire, le vol de l'emblématique aigle de Bonelli, le caractère des villages. Imaginez l'œuvre d'impressionnantes forces telluriques qui ont fait surgir ces massifs dans un mouvement aussi long qu'immuable. Ressentir la vie qui vibre ici.
La Sainte-Baume est renommée, alors elle est renommée déjà sur le plan géologique. Il y a ces remersements de couches qui sont assez spectaculaires autour du pic de Bertagne. Là, ça frappe. Donc cette particularité géologique, elle est là. Après, l'autre particularité, c'est que c'est aussi la deuxième, moi j'appelle la deuxième sentinelle de la Provence. Il y a la première grande sentinelle, c'est le Mont Ventoux, sur le nord-ouest de la Provence. Et puis après, il y a sa petite sœur sur la partie sud-est de la Provence, qui est la Sainte-Baume. Ces deux grands ensembles marquent en gros, délimitent la Provence, on va dire, historique, emblématique, écologique. Et il se fait que dans la région méditerranéenne, dès l'instant qu'il y a un relief, forcément, il y a une sorte de superposition d'habitats, superposition d'écosystèmes liés à l'altitude. Et ce qui fait que sur un point donné, ça multiplie les habitats et ça multiplie la biodiversité. Et à l'arrivée, on a la Sainte-Baume fait partie des massifs les plus reconnus, les plus emblématiques par rapport à ces richesses naturalistes, aussi bien minérales que biologiques. Et ces richesses engendrent en premier lieu de l'eau. L'eau, source de vie. Une vie qui naît du minéral, de ces reliefs qui attirent les précipitations, de cette roche creusée d'anfractuosité qui stocke, canalise et protège dans ses entrailles une eau particulièrement précieuse dans une Provence aride. Laissons-nous porter par son mouvement. Arc, Caramie, Gapeau, Uvonne, Issol, la Sainte-Baume comprend les sources de 8 rivières d'importance départementale. Pour une gestion concertée de l'eau à l'échelle des bassins versants, 2 schémas aménagement-gestion de l'eau et 2 contrats de rivière se mettent en place. Ce sont ainsi plus de 300 mégamètres cubes d'eau par an qui viennent constituer de gigantesques réserves stratégiques et faire de la Sainte-Baume un véritable château d'eau de la Basse-Provence. Préserver l'eau, qui elle-même est la protectrice d'une biodiversité singulière. Bien, l'importance c'est là où les études seraient intéressantes, essayer de les identifier, de les caractériser et de voir ce qu'on veut en faire exactement, sans aller au-delà d'un prélèvement qui serait préjudiciable, pour la nature en particulier. Dimension spirituelle, situation géographique, climatique et géologique font de ce territoire un espace particulier, où l'homme bâtit, vit, travaille, imagine. En témoigne un patrimoine culturel riche et varié. Et aquesta cançó que cantara per ella en langue del país, el registre d'Esperella et la largue d'ici qui y a sur le monde, la belle cimada qu'elle a dans Saint-Pilium. Alors, fort de tels atouts, l'idée même d'un parc en Sainte-Baume s'est naturellement imposée. Le parc naturel régional de la Sainte-Baume, de par sa proximité avec les grandes agglomérations, est un territoire aux ressources. Ressources foncières, ressources en eau, ressources agricoles, forestières, minérales, mais également pour le développement des énergies renouvelables. Ce territoire ressource a récemment connu des évolutions socio-économiques et une forte croissance démographique, entraînant une périurbanisation et de nouveaux besoins pouvant menacer ces équilibres. Un parc naturel régional permet de répondre à ces enjeux et d'imaginer ensemble des solutions cohérentes. Et un des rôles du parc sera de concilier le développement harmonieux du territoire avec la préservation des patrimoines. Rassembler chacun sur un objectif commun n'est pas toujours chose facile, notamment du fait d'incompréhension ou de désinformation. Pour autant, certaines évidences sont incontournables. En 2008, on a relancé l'idée. J'ai demandé au maire du Tour du Massif de venir à Ribou. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé de remettre en route ce parc. Nous avons au départ fait table rase de toutes les idées politiques. Nous sommes pour sauver la Sainte-Baume. Quand on parle de la Sainte-Baume, on évoque souvent le massif, la forêt, la grotte, mais le parc naturel régional de la Sainte-Baume, c'est un vaste territoire composé de 29 communes qui ont su se fédérer autour de ce magnifique projet. 29 communes, ainsi que leurs intercommunalités, le département des Bouches-du-Rhône, le département du Var
et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a la compétence de création des parcs naturels régionaux. En effet, les régions ont la compétence de création des parcs naturels régionaux et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est celle qui en compte le plus en France. Christian Estrosi, président de notre magnifique région, a souhaité soutenir le projet de création du parc naturel régional de la Sainte-Baume et de le mener jusqu'à son terme. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parc naturel régional? Les parcs naturels ont une longue histoire. Ils existent depuis 1967, à l'époque où le général de Gaulle, dans le cadre de la DATAR qu'il avait mise en œuvre, souhaitait effectivement avoir un dispositif pour les territoires ruraux qui étaient en difficulté. Cet outil reste aujourd'hui tout à fait intéressant, attractif. Il faut effectivement lutter pour l'avoir, parce que nous avons près de 20 parcs aujourd'hui ou territoires qui veulent s'organiser en parcs naturels régionaux. Ce sont que les territoires d'exception qui pourront être reconnus, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile que se distinguer. Cet outil, je crois, reste tout à fait moderne, il le sera sans doute encore plus demain. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on compte désormais 7 PNR, et l'un des derniers créés est le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Après 5 ans d'existence, ces acteurs commencent à pouvoir tirer de premiers bilans. Le parc, c'est un outil. Ce n'est pas une superstructure qui va être là à donner des leçons aux communes. Au contraire, le parc, c'est un outil complémentaire au service des communes. Ce que ne savent pas faire les communes, le parc a les moyens de leur apporter ce savoir-faire. Ça, c'est très très important. C'est au service de l'économie. Avant tout, on va se servir de notre capital nature pour pouvoir développer de l'économie. Se servir de notre capital nature comme d'un vecteur de développement pour inventer une nouvelle vie? Si la démarche suscite le plus souvent l'enthousiasme, certaines fausses idées perdurent. Bien évidemment, les intérêts de chacun pour la création d'un parc naturel régional sont différents. Ils sont différents pour quelqu'un qui est juste amoureux de la nature et des paysages, que celui qui va se soucier de la faune ou de la flore et de la biodiversité. Encore différent pour celui qui pratique des sports et loisirs de nature, qui sera aussi amoureux de ce territoire, mais pour d'autres raisons, avec d'autres ressentis, et qui peut générer des incompréhensions. J'avais été à l'époque, disons, un des farouches opposants à l'entrée de la ville d'Aubs dans le parc naturel régional du Verdon. Il y a maintenant bon nombre d'années que ce parc a été mis en place, et je peux dire qu'au travers de la chasse, en ce qui concerne la réglementation, en ce qui concerne, disons, les us et coutumes des chasses traditionnelles qui sont pratiquées dans notre région, le parc n'a pas apporté, disons, de modifications importantes. Il ne s'agit pas non plus de fermer l'espace, ce n'est pas le but d'un parc naturel régional. C'est pour ça, là, il y a quand même des prises de décision, des positionnements, des enjeux qui sont très très forts. Un parc n'a ainsi pas pour vocation d'interdire, de fermer ou de contraindre. Par ses missions, il aide à préparer l'avenir. Mais encore une fois, une autre vie s'invente ici, ça veut dire qu'il faut connaître, il faut savoir où on va. Ça veut dire qu'il faut chercher, il faut tester, il faut expérimenter. Et pour expérimenter, il faut des territoires qui s'y prêtent. Et les territoires qui se prêtent le mieux à l'expérimentation, ce sont ces PNR, ces parcs naturels régionaux. Un parc naturel régional, c'est vraiment l'affaire de tous. La colonne vertébrale d'un parc naturel régional, c'est sa charte. À la suite d'un long travail de diagnostic et de concertation, la charte du parc de la Sainte-Baume représente une vision partagée par les habitants, les collectivités locales et l'ensemble des acteurs du territoire. La charte s'appuie sur une ambition cadre visant à inscrire le paysage au cœur du projet. Elle s'articule autour de 4 grandes ambitions. Préserver les patrimoines, aménager le territoire, développer l'économie locale et mieux vivre ensemble. Concrètement, le parc va donc mener des actions dans de multiples domaines? Se mobiliser avec ses moyens techniques et financiers pour des perspectives plus durables, pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Moi personnellement, c'est ce que j'attends du PNR. À la fois le foncier, à la fois la transmission agricole avec l'idée d'installer des jeunes, à la fois d'imaginer des projets territoriaux alimentaires pour essayer d'aller chercher des circuits courts, en lien avec le PNR et les différents acteurs, je pense notamment au lycée agricole, eh bien nous essayons de relever ces défis. Donc c'est une véritable carte à jouer pour le parc naturel régional de la Sainte-Baume, de profiter de ces développements touristiques, de profiter du développement des sports de nature pour effectivement favoriser l'économie locale et bien entendu les retombées
C'est une occasion unique avec ce projet de parc naturel régional de pouvoir enfin tous se parler, se comprendre, évoquer les problématiques de nuisances sonores en ce qui concerne parfois le circuit, mais également de développement économique. Et l'idée, c'est de pouvoir véritablement tous parler et trouver les mesures qui feront que tout va se développer de manière harmonieuse. Et c'est ça qu'on trouve formidable dans ce projet, c'est qu'il est basé sur le dialogue, et c'est ce que nous, on recherche en permanence. Et il est évident que les PNR peuvent participer à une meilleure gestion qualitative des espaces boisés pour garantir, disons, l'interface entre ces demandes-là, les demandes sociales d'un côté et les demandes des filières de l'autre. Des chantiers qui soient propres, qui soient visuellement intégrés, du tri des bois pour arriver à valoriser les essences selon les meilleures valorisations possibles, ce qui veut dire installer donc sur les territoires les transformateurs qui aujourd'hui n'existent pas. Et puis peut-être travailler avec les acteurs de la profession, de la gestion de l'exploitation forestière à des pratiques d'exploitation un peu plus intégratives. Le parc interviendra donc de manière très transversale. Mais alors, quelles seront ses plus-values ? La plus-value, c'est surtout en termes d'image, je pense, ou en général, le fait d'être justement dans une zone qui est reconnue par ses qualités environnementales, son site et son caractère un petit peu exceptionnel en matière d'environnement, va de pair avec une agriculture de qualité. Nous voyons que l'affluence, non seulement des pèlerins et des touristes, augmente chaque année, et qu'il faudrait véritablement une structure pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Lorsque les acteurs locaux, et notamment le PNR, agissent pour mener à bien une politique qui remet parfois du sens à un territoire, forcément derrière tout ça, c'est de remettre de l'emploi et dans le cadre de ces dynamiques économiques, forcément, il y a des interventions à la fois de l'État, à la fois de la région, à la fois des collectivités locales. Le PNR, bien sûr, étant un acteur et un facilitateur de subventions. Mais alors, n'y a-t-il pas un risque de doublon avec les collectivités exerçant déjà des compétences réglementaires ? C'est justement toute cette latitude et cette difficulté que nous aurons demain à travailler en concertation avec les différents acteurs qui ont leur politique, de façon à ce qu'on puisse faire en sorte que ce territoire soit un territoire d'excellence et qu'il se distingue d'autres territoires ruraux par justement les mesures qu'il aura mises en place. Protection des patrimoines, tourisme, agriculture, gestion forestière, éducation, économie. La charte aborde toutes les thématiques. Elle est l'affaire de tous. Collectivités, socioprofessionnels, associations, habitants. Des initiatives participant au projet sont déjà menées sur les communes. Ici, par un contrat de rivière pour la préservation des cours d'eau. Là, par une politique volontariste pour la protection du foncier agricole. Voire encore, par une structuration touristique partagée pour le développement du territoire. Ces engagements méritent reconnaissance. La labellisation Parc naturel régional de la Sainte-Baume renforcera la cohérence et l'efficacité de ces initiatives. Puis, elle en impulsera de nouvelles, au service du territoire, des femmes et des hommes qui y vivent. Moi je pense qu'entre ce massif et les humains qui l'habitent, il y a un vivre ensemble. C'est un massif qui était là bien avant nous, c'est un massif qui est là en même temps que nous, c'est un massif qui sera là bien après nous. Aujourd'hui, ce projet ambitieux de développement a réussi à fédérer les objectifs de chacun. Il revient maintenant aux collectivités d'adopter la charte et à tous les acteurs du territoire de la mettre en œuvre selon ses propres compétences. Nous sommes donc fiers de créer le parc naturel régional de la Sainte-Baume pour que les générations futures puissent continuer à bénéficier de ce territoire remarquable mais fragile. Et la région comptera bientôt un joyau de plus. C'est le rêve de ma vie. Et depuis 40 ans, je me bats pour cette idée et j'espère que là, nous allons y arriver. Oui, la labellisation n'a jamais été aussi proche. Et l'histoire du parc naturel régional de la Sainte-Baume ne fait que commencer.